to dawn. Are we going on or are we going gone? Somebody said a storm is coming, but it's been a long time. I don't know what's up ahead, but please, baby, don't you look behind. So tell me, is it gonna be free energy forever, or just the same damn old grind? Singing, sweet land of the weary and the wild. Are we 1 year from the grave, or is this just the beginning? My sweet child, oh, you're my star-spangled fever dream. Half a savior, half a liar. 250 summers and we're going higher, singing, sweet land, going. The neighbors might be coming with the... Alors, bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 19 juillet 2026. Non, ce n'est pas la nouvelle intro. On l'a mis aujourd'hui, mais on va la mettre plutôt en outro à la fin. Il y a trop de personnes qui nous demandaient de garder notre intro habituelle. Dites-nous si l'image et le son sont corrects. On a réarrangé la lumière. On a aussi acheté une nouvelle caméra, sauf que la caméra prend trop grand. Et donc, on ne l'utilisera pas. Logitech, elle dépasse le green screen. Et donc, c'est HD, mais elle dépasse. Et donc, voilà, aujourd'hui, encore une fois, le monde à la croisée des chemins. Il y a des... on parle beaucoup d'élections. On va parler de la fraude électorale. C'est ça le thème du Kraken, la fraude électorale aux États-Unis. L'État profond ciblé. Il faut comprendre exactement ce que Trump a fait dans son adresse à la nation il y a 2-3 jours. Et aussi, on va parler des élections en France avec Elon Musk qui appuie Marine Le Pen, etc. Et là, les gens disent non, jamais Le Pen, jamais le RN, ils sont compromis, blablabla. On va voir ça. Je vais vous donner mes réflexions. Je sais que je vais manger des tomates, mais il faut quand même écouter. Et donc, encore une fois, c'est ça. Ça va être une grosse année aujourd'hui. Je veux dire, cette année-ci. Aujourd'hui, on va parler de cette année électorale et ça va être un gros web journal. Je suis toujours nerveux. À chaque web journal, je suis nerveux. C'est comme... je suis malade de midi à peu près à 3 heures. J'ai comme aucune force. Il faut que je m'allonge. Je suis comme... à 3 heures, je reprends un petit peu de poil de la bête. Et puis, voilà, en espérant que ça passe. Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Commençons par le premier sujet. Là. Mettons pas la charrue avant les bœufs. Félicitations à ceux qui nous suivent en direct, qui ont laissé faire le mondial. Et puis, c'est les vrais de vrais. Les autres, on vous aime quand même, mais bon. Donc, fraude électorale, l'État profond ciblé. Trump a fait une adresse à la nation. Je pense que c'était jeudi. Et où il a parlé de fraude électorale. Et là, il y a eu évidemment une levée de boucliers partout chez les démocrates, dans les médias, etc., en disant que le résultat de l'élection n'était pas remis en cause. Il n'avait montré aucune preuve que l'élection de 2020 avait été truquée, etc. Et donc, il y a eu une levée de boucliers. Tout ça était de la vieille... C'est des vieilles informations que tout le monde sait, etc., etc. Mais... évidemment, c'est mal comprendre exactement où Trump se situe. Trump ne se situe pas là dans la remise en cause de l'élection. Ça arrivera peut-être après les midterms ou avant, c'est pas certain. Trump a fait 2 choses, en fait. Il faut regarder encore une fois vision synoptique, timing et cui bono. Et le timing, c'est en fait pour donner des arguments et des armes aux défenseurs du Save America Act, qui est en train d'être voté au Congrès. On essaye de faire passer ça, c'est-à-dire essentiellement sécuriser le processus électoral, demander une pièce d'identité, une preuve de citoyenneté pour pouvoir voter, parce qu'il y a à peu près la moitié des États aux États-Unis qui ne demandent pas de
preuve d'identité pour voter. Juste dire, oui, j'habite à telle place, je jure sur que je suis citoyen, que je peux voter. Et là, on te laisse voter. J'avais déjà montré les cartes les zones aux États-Unis où on ne demande pas de pièce d'identité pour voter et aussi les zones, les États démocrates. Et bizarrement, ça correspond aux États démocrates. On a expliqué les démocrates qui font venir des illégaux, qui les stationnent sur l'aide sociale en échange de vote. Tu sais, c'est comme au Minnesota. On avait expliqué le stratagème inventé par Nick Shirley. Et donc, ces États-là aussi, pour maximiser leur présence à la Chambre des représentants, ont empêché Donald Trump, avec des poursuites judiciaires, ont empêché Donald Trump, l'administration Trump, de demander, quand il y avait eu le census, le recensement, d'exiger une preuve de citoyenneté pour dire pour le recensement. Et donc, il y a plein d'illégaux, de personnes qui n'ont pas la citoyenneté américaine, qui sont rentrés dans le recensement. Et là, il y a eu une vingtaine de nouvelles circonscriptions démocrates qui se sont ajoutées. On redécoupe les cartes en fonction de la population et les démocrates y gagnent parce qu'on inclut les illégaux et... c'est ça. Et en plus de ça, on ne demande pas de pièce d'identité pour voter. Le système est complètement brisé. C'est ce qu'il voulait montrer dans son allocution. Il voulait donner des arguments, convaincre que c'est une entreprise de persuasion. Et les médias ont complètement manqué la cible, encore une fois. On pensait que Trump voulait remettre en cause les résultats de l'élection 2020. Il n'a pas fait ça. Mais il donne des arguments Il donne des arguments à ceux qui défendent le Save America Act, parce que là, aux États-Unis, c'est le Save Act. On nous dit, les démocrates disent que finalement, les républicains essayent d'empêcher les gens de voter, parce que tu demandes une carte d'identité. Tu as besoin d'une carte d'identité pour acheter de l'alcool, pour n'importe quoi aux États-Unis. Quand tu as 18 ans, tu as besoin d'une carte d'identité pour pratiquement n'importe quoi, pour acheter des pâtes même. Il y a comme des... Si tu as un coupon et puis tu as besoin d'une preuve d'identité pour acheter certains produits, mais les démocrates disent que tu n'as pas besoin de preuve d'identité pour pouvoir voter, parce que ça empêcherait les gens de voter, etc. Donc, il y a une grosse bataille là-dessus. Finalement, son élocution remet en cause l'affirmation de Chris Krebs. Rappelez-vous, en 2020, on a parlé de Chris Krebs qui était le CISA, je ne me rappelle plus c'est quoi l'acronyme, d'organisme de surveillance, la cyber-surveillance du processus électoral, qui avait dit qu'il n'y avait pas eu d'ingérence étrangère et ça a été l'élection la plus sécure de l'histoire. Finalement, ça s'est remis en cause. Ça a été remis en cause hier soir par Trump et il a pris soin cette fois-ci de donner des documents, c'est-à-dire il a fait son discours puis il a dit allez sur le site de la Maison-Blanche, tous les documents dont je parle sont présents sur le site de la Maison-Blanche. Et donc, il a dit, je vais vous épargner le discours de Trump quand même, mais parce qu'on veut y aller rapidement. Donc, le système de votation est vulnérable, c'est-à-dire les machines, on peut accéder aux machines. Le système de votation, de vote électronique est vulnérable. Les données électorales ont été compromises par la Chine. La Chine a obtenu des numéros d'assurance sociale, le nom de plus de, je pense, 200 ou 250 millions d'Américains. Et donc, ça ouvre la porte à des opérations d'influence. Et ce qui est allégué, c'est qu'il y a des opérations d'influence de la Chine et de la Russie parce que ce qui est allégué, c'est que la Chine ne voulait pas Donald Trump comme président et qu'elle est intervenue dans l'élection de 2020. Encore une fois, ils n'ont pas montré les adresses IP, le vol par vote électronique, le hack des machines, etc. Ça n'a pas été... mais on prépare le terrain. Encore une fois, on prépare le terrain. Et donc, c'est comme... On laisse les gens se compromettre. Donc, il fait un certain nombre d'affirmations. Le système de votation et là, il montre les preuves. Et donc, c'est finalement prouvé que le système de votation est vulnérable. Les données électorales ont été compromises par la Chine. Le Venezuela a la capacité de truquer le vote. C'est exactement ce que Sidney Powell affirmait en 2020, le Kraken, etc. Le Venezuela a la capacité, avec Smartmatic, etc., de truquer le vol. Et là, faites le lien avec le rapatriement, parce que c'est même pas l'arrestation, c'est le rapatriement de Maduro, le rapatriement quasiment volontaire de Maduro aux États-Unis. Et on a dit, quand il avait été extradé, qu'il allait probablement témoigner dans un méga procès justement là-dessus, parce que pour faire tomber ce système-là, ça va prendre des preuves béton. Ça ne peut pas juste être des affirmations du président Trump parce qu'elles sont toujours remises en cause. Et donc, tu fais un certain nombre d'affirmations, tu mets un certain... Et là, les gens mentent et défendent
Ils disent n'importe quoi. Ils montent au créneau pour dire « Ah, c'est rien de nouveau », et puis les anciens du renseignement et tout ça, tu sais, les mêmes qui nous disaient que le portable de Hunter Biden, c'était de la désinformation russe, tu sais, le même processus d'autodéfense de l'État profond. Mais ce que Trump fait ici, encore une fois, c'est qu'il va au compte-goutte. C'est la stratégie de la goutte, là, le drip, drip, drip. Et ce que tu fais, pensez-y, là, par exemple, si tu trouves, si tu suspectes ton conjoint d'avoir une relation extra-conjugale et il revient tard le soir, est-ce que tu lui dis tout de suite, où est-ce que tu étais, je sais que tu me trompes, etc., ou bien tu y vas plus à la façon féminine dans le genre, ah, t'étais où, au restaurant avec Pierre, oui, qu'est-ce que vous avez mangé? Et là, tu lui poses vous avez parlé de quoi? Et là, tu lui poses des questions comme ça. Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu. Et puis là, ton conjoint se compromet dans... Tu sais, toi, tu as la vérité, tu sais qu'il n'était pas avec Pierre, mais tu laisses... tu sais, les femmes, ils ont cette intelligence émotionnelle, hein? Et tu le laisses se compromettre et mentir pendant genre une demi-heure, puis après ça, tu lui montres, tu sais, le courriel de Pierre qui dit « J'étais pas avec lui ». Puis là, mais il s'est compromis. Et c'est la même chose. Donc, j'utilise cette analogie-là pour 2000 Mules, le film, etc. J'utilise cette analogie-là pour montrer que c'est comme ça qu'il procède. C'est-à-dire, il révèle un certain nombre de choses. Les gens, les démocrates, les médias disent non, c'est un mensonge, etc. Ils se compromettent. Puis après ça, ils sortent les preuves et ils ont l'air cons. Et puis, on avance comme ça, là, tu sais. Et c'est encore une fois, la stratégie qui a été utilisée, c'est la stratégie qu'on a décrite à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'ils trouvent des sacs d'informations. Ah, ils ont essayé de brûler l'information, c'est des sacs qu'ils ont essayé de... Alors que c'est probablement pas le cas. Ils ont fait exactement la même chose avec le Obamagate. Rappelez-vous, l'année dernière, quand Tulsi Gabbard a rendu public les informations à l'effet que Obama avait participé au coup, et c'était des informations qui étaient vérifiables et... irréfutable à l'effet que Barack Obama savait, etc. Ils ont procédé exactement de la même façon. On a trouvé des documents qui étaient cachés dans une pièce. Et là, j'ai expliqué qu'ils font toujours ça. T'sais. Ils avaient dit, quand le rapport de Roma avait été déposé, ils ont dit... on croyait que c'était fini. Puis là, j'avais dit à ce moment-là, il y a 3 ans, je pense, j'avais dit, non, ils vont sortir des nouveaux documents. Et c'est exactement comme ça qu'elle a procédé. Ici, c'est exactement comme ça qu'ils ont procédé. Ils peuvent toujours, étant donné qu'ils ont dit, hein, on a tout, we have everything, on a toute l'information, ils vont procéder de cette façon-là. Genre, on a trouvé des sacs de documents et donc... Et Tulsi Gabbard, avant de démissionner, avait promis justement de rendre public des éléments d'information sur le trucage de l'élection de 2020. Et donc, tout ça va aussi avoir un impact mondial parce que si on commence à douter du processus électoral aux États-Unis, des machines, etc., ça va galvaniser les gens qui suspectent de la fraude un peu partout dans le monde, en France, au Canada, etc. Et on va avoir l'air moins de théoriciens de la conspiration quand ça aura été prouvé. Ça va provoquer une conscientisation des électeurs qui sont présentement très naïfs et aussi les politiciens, les commentateurs, les analystes qui ne veulent pas toucher à ça, la fraude électorale. Hein? Ils ne veulent pas toucher à ça parce que quiconque parle de fraude électorale devient un masculiniste, menace à la démocratie, etc. Tu deviens une menace à la démocratie, comme les gens qui nient le changement climatique, comme les gens qui sont anti-vax, comme les masculinistes, ceux aussi qui remettent en cause le processus électoral. Ce n'est pas le processus qui est remis en cause, c'est qu'il y a potentiellement de la fraude. Comme ceux aussi qui veulent arrêter l'immigration, étant donné qu'ils sont contre nos valeurs. Von der Leyen dit ça, c'est contre nos valeurs européennes. Et elle a bloqué des partis, je pense qu'elle a sanctionné des partis au Parlement européen qui avaient voté en faveur d'une loi sur la remigration. Ça a été bloqué parce que c'est contre nos valeurs. Et donc, ceux qui sont contre nos valeurs sont une menace à la démocratie. Et par exemple, des gens comme en Roumanie, Georgescu, etc., ils interviennent dans les élections parce que c'est une menace à la démocratie. Il y a de l'ingérence épouvantable. Et finalement, tout cet édifice pourri, that whole corrupt temple, va s'effondrer sur leur tête. Hein. L'édifice pourri va s'effondrer sur leur tête. Et donc, ici aussi, on dit aussi, et ça, c'est l'élément essentiel selon moi, les agences de renseignement ont dissimulé
ses vulnérabilités au président. Les agences de renseignement, la CIA, le FBI, et le Director of National Intelligence, qui étaient au courant de tout ça, c'est ce que les documents montrent, justement. Et c'est ça l'essentiel de ce que Trump a déclassifié. Parce que tu peux pas, sans t'en prendre aux agences de renseignement, à ceux qui ont effectivement falsifié l'élection, tu peux pas régler les problèmes. Tu peux pas régler les problèmes sans montrer la cause. Et la raison pour laquelle ça s'est passé, c'est à cause que les agences de renseignement ont couvert ces informations-là. Et c'est ce qu'ils montrent ici. Et donc, c'est le coup d'État. Donc, d'une part, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de remettre en cause le résultat de l'élection de 2020. Merci, Saul. C'est pas ça. Les médias se sont braqués là-dessus. L'objectif, c'est de donner des arguments pour le Save America Act, pour la sécurisation du vote. Et l'autre, c'est dans toute la question du vote, je veux dire, de la guerre de Trump contre l'État profond, la réforme des agences de renseignement, etc., le coup d'État contre lui, le Obamagate, etc., etc. Et donc, je vous montre ici, justement, une entrevue de Catherine Herridge. C'est une des dernières journalistes qui existe. On pourrait dire, une des dernières journalistes qui existent encore au 21e siècle. Il y a très, très peu de journalistes comme elle. Elle a travaillé chez ABC News, Fox News, CBS, parce que ça a déjà existé. Hein. On critique souvent les médias, etc., mais on se rappelle pas que dans les années 90, au début des années 2000, etc., il y a déjà eu des journalistes qui étaient réellement objectifs. C'est très, très, très rare. Par exemple, Tucker Carlson, c'est pas un journaliste très, très, très objectif, selon moi. Ben, il y a un biais idéologique. Des fois, on dit, Alexis, t'es le meilleur journaliste. Je suis pas un journaliste. Je suis pas objectif. Je veux dire, je suis objectif dans l'information, dans ma façon de traiter l'information, mais je pense qu'il y a un... Je ne suis pas objectif au sens de Catherine Herridge. C'est-à-dire, j'ai révélé mon parti pris, puis je pense que j'explique aussi pourquoi c'est le meilleur parti. Donc, je ne suis pas un journaliste parce que j'ai une position politique. Donc, mais Catherine Herridge, c'est ça. Il y en a quelques-uns comme elle qui sont vraiment excellents. Et j'ai demandé une traduction aux soldats traductrices. Il y a Vanessa qui nous a traduit ça, justement, son compte rendu sur les éléments d'information documentés qui ont été rendus publics par Trump sur le coup d'État de 2020. Et ça, ce sont des documents vérifiables, officiels, etc. Catherine Herridge, traduite par Vanessa. Merci, Vanessa. Tout d'abord, quelle est votre réaction concernant l'annonce du président ce soir ? Eh bien, je pense que c'est une annonce très importante, non seulement en raison de ce qu'il a déclaré, mais aussi parce qu'il publie ces documents afin que nous puissions réellement vérifier les affirmations que nous avons entendues ce soir. J'ai déjà commencé à examiner ces documents et j'ai trouvé un courriel datant de novembre 2020. Il indique précisément, il s'agit d'un échange entre des responsables du renseignement, qu'ils ont, je cite, délibérément remanié l'un de nos PDB en préparation. Le PDB est le rapport quotidien destiné au président, afin d'éviter tout lien direct avec l'élection. Cela correspond à ce que mes propres enquêtes ont révélé. D'après ce que je comprends, le lanceur d'alerte affirmait dans sa plainte, et je pense que nous commençons maintenant à le voir dans ses courriels, qu'il y a eu un effort intentionnel pour dissimuler les renseignements concernant les opérations d'influence menées par la Chine. Et il s'agissait, Cathy, d'une opération d'une ampleur considérable, ce qu'ils appellent une opération multidomaine. Cela signifie qu'elle touchait au commerce, à la diplomatie, aux informations accessibles au public, ainsi qu'aux réseaux sociaux. En d'autres termes, tous les leviers de pouvoir dont disposait la Chine pour influencer les élections américaines. Dans vos reportages, vous avez indiqué qu'un haut responsable du renseignement vous avait expliqué qu'en 2020, la Chine n'était pas soumise aux mêmes critères d'évaluation que la Russie et d'autres adversaires, notamment la Corée du Nord, l'Iran et des groupes comme le Hezbollah. Vous avez également affirmé que les opérations d'influence chinoises étaient systématiquement minimisées, tandis que celles de la Russie étaient régulièrement amplifiées. Vous avez aussi évoqué ce lanceur d'alerte qui aurait subi des représailles pour avoir tenté de révéler ces informations. À l'été 2020, alors que nous approchions de l'élection, les services de renseignement disposaient d'indicateurs faisant état de cette opération d'influence chinoise. Une opération d'influence consiste à tenter d'agir sur le... Merde, j'ai cliqué sur retour. En tout cas, je suis désolé. Le clip. Je mettrai le clip de toute façon dans les commentaires sur X et sur Telegram. Mais vous voyez, finalement, c'est qu'ils ont les documents, les preuves, les courriels des conspirateurs à l'intérieur des agences de renseignement, c'est-à-dire de l'État profond, qui visait à minimiser les tentatives d'influence de la Chine pour écarter Donald Trump. L'avantage d'avoir quelqu'un comme, par exemple, Chris Wray
au FBI ou Gina Haspel à la CIA, qui sont présentés comme des gens qui ont trahi Trump, là, et que Flynn disait on devrait les mettre... et Nakasone aussi, on devrait les mettre en prison, on devrait pour haute trahison, etc. L'avantage d'avoir des gens à toi qui jouent double jeu, c'est que tu vois tu peux espionner les correspondances internes. Et c'est-à-dire ils ont du ce qu'on appelle oversight en opération tactique, là, c'est-à-dire oversight, c'est-à-dire Ray, Haspel, Ratcliffe ont eu une vision d'ensemble du coup qui se passait à l'intérieur contre Trump. On a déjà expliqué ça. Et donc, ce sont pas des traîtres, même si on les pointe du doigt, etc. Puis, même chose avec la Chine, c'est-à-dire que la Chine, il y a eu une excellente entente entre Trump et Xi. Et il est fort probable que tout ce que la Chine a fait... En tout cas, ça devient comme... je suis presque cynique en disant ça, mais tout ce que la Chine a fait pour apparemment influencer l'élection et favoriser Biden l'a été à la demande de Trump, parce qu'il y a une bonne entente entre les deux. Mais ça, c'est un niveau... un niveau d'analyse que les gens n'acceptent pas souvent. Donc... c'est ça, ce sont les personnes, par exemple, ce sont des courriels, c'est irréfutable. Ce sont les courriels comme les courriels de cette fille-là ici qui dit, je gère un gouvernement fantôme contre Donald Trump dans les courriels. Et donc, c'est ça. Et c'est ce que Catherine Herridge explique. C'est qu'il y a eu une tentative des agences de renseignement de destituer pour minimiser les informations qu'obtenait le président, qui étaient disponibles aux médias, etc. Et ça s'ajoute à ce qu'ils ont fait avec le portable de Hunter Biden, quand le FBI, la CIA allaient voir Facebook en disant c'est de la désinformation russe, etc. Donc le coup d'État est exposé. Et finalement, donc, des agences de renseignement ont dissimulé ces vulnérabilités au président. Ils sont engagés dans une tentative de coup d'État. On met juste une pierre de plus dans la quantité de preuves qui sont accumulées présentement à charge contre l'État profond et certaines personnes à l'intérieur de l'administration. Et il a terminé aussi avec des irrégularités dans le vote. 250 000 non-citoyens sur la liste électorale, ça s'est démontré. Le vote par la poste est vulnérable, etc., etc. Donc, ça, c'était l'objectif de l'opération. Soutenir par une opération d'information le vote sur Save America Act, et d'autre part, cibler l'État profond. L'objectif n'était pas de remettre en cause l'élection de 2020. Ça va probablement arriver, mais par la suite, les informations sur le vote électronique, les adresses IP, etc., ça va arriver exactement de la même façon que ces informations-là sont arrivées. Ils vont trouver une nouvelle batch de documents qui montrent que les machines ont été... Mais ça se fait graduellement sur le principe du drip, 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 comme dit Q, là, c'est drip, 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 les informations au compte-gouttes, qu'on ne peut pas arrêter. Par exemple, j'ai déjà expliqué, s'il fait une grosse sortie, puis s'il avait tout révélé la semaine dernière, tu fais un attentat, je ne sais pas, dans n'importe quelle ville, un gros attentat, 33 personnes meurent, fusillade, puis là, tu changes complètement l'actualité, on oublie l'adresse présidentielle, etc. Donc, le fait d'y aller au compte-gouttes et de dérouler ça tranquillement, ça permet de créer un momentum, d'éduquer la population. Rappelez-vous le code Trump, la pédagogie, je pense que c'est le point 6 du code Trump, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'était pour et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ABC et NBC News qui ont refusé de diffuser l'allocution du président. Et encore une fois, les médias se retrouvent dans l'eau chaude parce que pour quelle raison tu voudrais refuser de diffuser ça si tu es un diffuseur national, si tu es une agence de presse? Comment tu peux juger au préalable que les informations sont pas bonnes, sont pas intéressantes, sont pas pertinentes, sont truquées, etc. C'est parce qu'il pensait qu'il allait donner des vraies informations sur le vol de l'élection 2020 pour remettre en cause l'élection. Or, c'est pas ça qu'il a fait. Il les a déjoués, encore une fois. Les médias c'est arrivé à quelques reprises, les médias se sont complètement trompés sur l'objectif et ont eu l'air complètement ridicule. Comme je dis, ça s'inscrit dans cette... c'est la stratégie du collet. Hein? C'est-à-dire que
plus ils se débattent, tu sors des informations au compte-gouttes, et plus ils se débattent, plus ça sert, hein? C'est pas comme un coup de feu. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est comme un collet. C'est comme ça quand tu mens, hein? C'est-à-dire, plus tu te débats, plus tu mens, plus ça sert, plus tu dois inventer des gros mensonges pour t'en sortir, etc., etc. Et éventuellement, tu as l'air complètement fou. Il y a le département de la guerre qui a sorti un autre truc de Q, Trust the Plans. Je ne sais pas, ça fait combien d'agences du gouvernement américain, en plus de la Maison-Blanche, qui sortent des trucs sur Q. Mais Trump, c'est l'antéchrist. Et comme je dis, ça s'inscrit dans... La semaine dernière, je parlais de cette sortie de Mike Flynn au sujet de l'infiltration. J'avais expliqué que c'était une référence au discours de JFK sur l'infiltration par les communistes des institutions, etc., etc. Donc, we're under attack by an infiltrated enemy, many inside of our institution, clearly subversive element inside our very own government apparatus. Ça, c'était juste quelques jours avant l'allocution de Trump. Donc, c'est l'État profond qui est ciblé, l'infiltration des institutions. Et Trump avait publié une vidéo aussi de JFK le 26 juin, le 25 juin, juste avant son allocution lors du 4 juillet, où est-ce qu'il parlait du communisme. Il disait « Le communisme ne va jamais gagner ». Quand il parle du communisme, c'est pas... il parle surtout du mouvement révolutionnaire mondial qui a investi l'État profond, qui ouvre les frontières, qui veut détruire la civilisation occidentale, notamment par le terrorisme de gauche dont nous a entretenu Marco Rubio. Le terrorisme de gauche, là, il y a eu le symposium cette semaine. Là, j'ai un clip là-dessus qui a aussi été traduit par les filles, les soldats traductrices. Je ne sais pas si je vais le passer. Mais ça ici, vous voyez encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a cette ligne continuelle dans l'administration Trump sur ce combat contre l'État profond. Et c'est pas juste du blabla, là. C'est-à-dire qu'il y a des mesures concrètes qui sont passées. Et donc, je vous montre la vidéo de JFK, publiée par Trump, parce qu'on le questionne sur le communisme et l'infiltration des institutions. C'est un autre discours, c'est-à-dire qu'il y a le discours à la Galerie de la Presse de 1961 qu'on a fait jouer à plusieurs reprises. Il y a celui-là aussi, ça c'en est un autre. Communism is so often described as an ideology or a belief that exists somewhere other than in the United States. Let me ask you, sir, just how serious a threat to our national security are these communist subversive activities in the United States today? Well, I think they're serious. I think it's a matter that we should continue to give great care and attention to. We should support the laws which the United States has passed in order to protect us from those who would destroy us from within. We should sustain the Department of Justice in its efforts and the FBI, and we should be continually alert. I think if the United States is maintaining a strong society here in the United States, I think that we can meet any internal threat. The major threat is external and will continue. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy. Ça, c'est publié par Trump. Donc, republié encore une fois le clip de la Galerie de la Presse, une partie où est-ce qu'il parle de l'infiltration par les communistes, puis la deuxième partie, c'est le clip sur l'infiltration. C'est un clip très, très, très important parce que ça explique toute l'administration Trump. Hein. C'est le lien JFK-Trump, 60 ans plus tard, où est-ce qu'on essaie de se défaire des mondialistes au sein de l'administration, ramener un pays sur les rails du patriotisme, de la foi aussi. Hein. Il y a un retour du christianisme aux États-Unis, on l'a montré, et c'est le gouvernement qui participe. C'est le contraire d'un gouvernement laïque. Hein, c'est-à-dire, de Pete Hegseth au département du travail, on pousse le christianisme parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et on peut dire beaucoup de choses sur le christianisme. Hein, on peut dire, l'Inquisition, on va en parler tout à l'heure. J'ai des exemples là-dessus, justement, dans le point 2. Là, les gens critiquent le christianisme, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment une alternative? Et donc, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, encore une fois. Là, quand tu vides le christianisme, il y a un vide, il y a un appel d'air, et puis là, c'est l'islam qui remplit. Et donc, malgré toutes les torts ou les erreurs ou les crimes, ou appelez ça comme vous voulez, qu'on peut reprocher à l'Église ou au christianisme en général, ça demeure un incontournable pour la civilisation occidentale, un repère moral, etc. Et donc, il faut passer par-dessus, encore une fois, l'événementiel, voir la vision d'ensemble, et puis dire qu'est-ce qui est bon pour la société, au-delà de juste les points... les points individuels qu'on pourrait reprocher à tel ou tel
Voilà, donc ça, c'est pour le point 1. Maintenant, élection en France, état profond, panique, Elon Musk qui a donné son appui à Marine Le Pen. Et là, la France, il y a une panique intégrale en France, c'est-à-dire que les sondages la montrent très, très, très en avance lors du premier tour. Et là, maintenant, c'est ça, quand je dis l'état profond, panique, c'est qu'on parle d'une part d'ingérence extérieure, c'est Musk qui s'ingère dans la campagne présidentielle, et on parle maintenant aussi d'ingérence intérieure. Imaginez, ça, c'est inconcevable. L'ingérence intérieure, ça ne peut pas exister parce que c'est le fonctionnement naturel d'une démocratie. Il y a des débats à l'intérieur, il y a des groupes qui deviennent plus forts que d'autres. Tu peux seulement parler d'ingérence intérieure et de menace par une ingérence intérieure quand tu veux cibler un groupe de la société civile que tu n'aimes pas, une idéologie, un groupe, et donc tu sors complètement... L'idée même d'ingérence intérieure fait en sorte que tu sors de la démocratie. Tu deviens un système totalitaire. Le concept d'ingérence intérieure, là, dont un député macroniste a parlé, nous fait complètement sortir de la démocratie. C'est plus juste là, le chat control et toutes les lois liberticides de surveillance de la population. C'est que l'idée même d'une ingérence intérieure, c'est complètement ridicule. C'est comme un concept orwellien, c'est-à-dire la démocratie, c'est le totalitarisme. Tu ne peux pas avoir d'ingérence intérieure dans une démocratie. Ça s'appelle une société civile dynamique. Espèce de bozo. Et donc... c'est ça, ils sont comme assiégés par une ingérence extérieure avec Elon Musk et là, Thierry Breton qui critiquent ça. Ils ont été Valérie Hayé, ils ont été pleins à déchirer leur chemise sur l'ingérence d'Elon Musk, sans se rappeler finalement que Obama avait apporté son soutien à Macron. Obama apporte son soutien à Macron pour l'élection française en 2017. Et ça, c'était avant l'élection. Il y a des artistes américains, genre De Niro, Sharon Stone, Katy Perry, qui avaient félicité Macron après. Et donc là, je les ai pas mis parce que c'est pas après l'élection, c'est pas nécessairement de l'ingérence. Il faut être quand même cohérent, là. C'est mieux que ce soit fait après. Mais là, Obama, lui, c'était avant. Il a fait ça le 4 mai 2017, avant le résultat avant l'élection, avant le résultat de l'élection. Je vous montre Obama qui... Et ça a jamais été... Ça a jamais produit une levée de bouclier. Ça a jamais été considéré comme une ingérence contre Marine Le Pen, rappelez-vous. Obama qui donne son appui à Macron. Rappelez-vous les ingérences aussi des Français, etc. Lors de la campagne, je veux dire, je ne les ai pas notés ici, je viens d'y penser. Là, lors de la première élection de Donald Trump en 2016, là, toute la planète lui a donné des coups de couteau. Toute la planète l'a critiqué, y compris le pape de l'époque qui est allé aux États-Unis. Qui était allé aux États-Unis faire des discours anti-frontières. Il est allé, je pense qu'il est allé à l'ONU. Et puis, en 2016, la totalité de la planète s'ingérait dans la campagne présidentielle. Il faudrait que je retrouve les clips. On fera peut-être un petit caméo là-dessus. Là. Tous ces présidents, Merkel, Trudeau, tout le monde donnait son coup de couteau contre Donald Trump, essayait de torpiller sa campagne et se mêlait de la présidentielle américaine. Mais là, ici, ça c'est... Et donc, ils l'ont fait contre Trump, mais quand Elon Musk, il n'est même plus associé à l'administration, dit sa préférence. Il n'est plus associé à l'administration, mais quand même, là, n'oubliez pas que le général Flynn l'a appuyé. Et donc, tout ça est officieux. Donc, rappelez-vous, Elon Musk is selected for the promotion of the highest order of service. He is now designated the commandant en chef des soldats digitaux. This is a great honor. C'est un grand honneur. Et puis, il mérite l'ordre du plus haut mérite. Donc, ça, c'est pour ceux qui pensent que Elon Musk est l'antéchrist, là, imaginez. Donc, Elon Musk ne fait pas partie de l'administration Trump, mais il est clairement associé. Il fait partie d'un conflit asymétrique. J'avais expliqué que Trump utilisait Elon Musk de façon asymétrique pour faire avancer des éléments de la politique étrangère américaine. Et donc, il n'est pas directement associé à l'administration Trump, mais à cause de l'appui de Flynn, l'appui de Trump, etc., il y a un poids et les Européens détestent ça. De toute façon, je vous montre le clip d'Obama qui appuie Macron en 2017. Ces gens-là ont une mémoire sélective. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to
to lead you forward. En marche. Vive la France. Ouais. En marche, vive la France. Et donc, ça, c'était de l'ingérence. Et quand on parle aussi d'ingérence intérieure, est-ce qu'il parle de l'influence des milliardaires, de ceux qui possèdent les médias pour Macron? Regardez, tout le monde a vu ça, les Français, vous le savez, là, c'est comme lors du deuxième tour, en 2017, il y avait pratiquement... Tu allais à un kiosque de journaux, il n'y avait pratiquement aucune... Marine Le Pen n'existait sur aucune des couvertures. C'était Macron partout, c'était t'allais sur un stand. J'ai vu des images, ça c'est un collage, mais j'ai vu des images de photos prises littéralement dans la rue de stands de journaux où est-ce que c'était Macron sur toutes les couvertures. Et donc, comment on peut dire que... Comment on peut parler d'ingérence intérieure sans parler du rôle des médias, sans parler du rôle des young leaders, des global young leaders? Hein, ça, c'est pas de l'ingérence, ça, quand Klaus Schwab dit qu'ils ont été capables de placer des young leaders dans tous les cabinets, un petit peu partout dans le monde, et puis dans l'armée, dans l'industrie, dans les ministères, ils ont des global young leaders. Comment est-ce que ça peut être acceptable, et puis que... on parle d'ingérence intérieure et que un commentaire, un appui de Musk ne le soit pas. Tu vois? Donc, Global Young Leaders, etc. Mettez tout ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'ils sont en panique, parce ils ne s'offusquent même plus, ils ne s'encombrent même plus des contradictions dans leur discours. Ils font flèche de tout bois, ils lancent. Tu sais, quand t'es rendu, tu n'as plus d'énergie, t'es à la fin de ton combat, tu lances n'importe quoi. Tu sais que ça... Juste pour gagner un mois, juste pour gagner une semaine, tu vas des fois, on a l'impression que l'Ukraine, c'est un peu comme ça. Genre, ils vont perdre comme un bataillon au complet juste pour sauver genre une journée de... Tu sais, ça sent le désespoir. Et donc, parce que ça devient de plus en plus visible. Donc, le traitement, Marine Le Pen, qui a reçu l'appui de Elon Musk, reçoit le traitement Trump. Là, je vais... Parler de Le Pen, les gens disent toujours, surtout les défenseurs, les membres de l'UPR, là, non, c'est pas possible, une trahison, etc. Je vais vous demander d'élever un peu comment je pourrais dire, la perspective, d'avoir une vision synoptique, comme ce que j'expliquais un peu plus tôt avec le christianisme. OK? Donc, elle a reçu le traitement Trump. OK? Ça, c'est déjà c'est... soyez patients. Là. Je sais que je vois tout de suite... Là, je sais que pendant 3 jours, je vais devoir répondre à des commentaires. Non, tu ne comprends pas, Alexis. Et puis, tu ne comprends rien à l'Europe. Mêle-toi des États-Unis. Généralement, les commentaires comme ça, là, genre, qui me disent un peu de quoi parler ou ne pas parler, je les bloque tout de suite en passant. Là. Fait que si vous avez quelque chose à dire là-dessus, soyez soft, soyez plus doux. Le truc de genre, occupe-toi des États-Unis, généralement, c'est Instablock. Parce que je suis pas un débile, j'ai quand même genre une réflexion là-dessus. Et donc, parce que j'ai une vision pragmatique de ce qui se passe là-bas. Et donc, Marine Le Pen qui a reçu le traitement Trump, elle a été comme Trump... traîné devant les tribunaux, on a essayé de l'empêcher de se présenter. Dans le cas de Trump, c'était un peu organisé, c'était donc... mais j'ai l'impression qu'en France, c'était une réelle tentative de l'en empêcher. On lui a volé les élections exactement comme on a volé les élections de Trump en 2020. Hein, rappelez-vous, le changement en ondes. Elle a perdu... 3 millions de votes en l'espace entre 21h10 et 22h42. Elle est passée de 14 millions à 11 millions. Et Macron, lui, a augmenté son avance. Donc, c'est exactement comme ce qui s'est passé aux États-Unis, alors qu'on nous disait que ces chiffres-là étaient une représentation fidèle de ce qui rentrait au ministère de l'Intérieur, les chiffres n'étaient pas retouchés. Là, il y a eu une correction, donc il y a eu comme une manipulation. C'est exactement comme en 2020, lorsque l'élection a été volée, on a vu ça comme... Et ça a été vu en direct. Même chose avec l'élection de 2020, on a vu ça en direct. This is the second largest county. You're at 66 with 562,000 votes. You go back and look at it. So you're running ahead of Hillary Clinton if you're Joe Biden in the count. In the count, turnout is up. Regardez en bas ici, vous voyez, Trump a 100 000 points. Où est-ce qu'il y a la flèche rouge? Trump a 100 000, à peu près, en fait, c'est pas 100 000, là, c'est 20 000 votes d'avance. Et là, vous allez voir le changement en direct. Trump va perdre des votes et Biden va gagner exactement ce que Trump perd. This time. Turnout is up this time. So that doesn't necessarily mean it's enough. Ça a été complètement renversé. Hillary Clinton, if you're Joe.
des modifications, comment tu peux perdre des votes, c'est très compliqué à expliquer. Puis ça, c'est sans compter. Et là, l'Internet est inondé, depuis le discours de Trump, l'Internet est inondé des clips de 2020 où est-ce qu'on voit des personnes en Georgie sortir alors que 5 bureaux de vote ferment simultanément en invoquant toutes sortes de raisons. C'est jamais vu dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Et là, 5 États clés ferment alors que Trump est en avance simultanément. Les caméras de surveillance voient les travailleurs du comité sortir des valises d'en dessous des tables et commencer à rentrer des votes. Il y a des vannes qui rentrent sur le côté à 4 heures du matin où est-ce qu'on sort des caisses de bulletins de vote. Et là, vous avez des injections de 160 000 votes à Biden d'un seul coup à 4 heures du matin alors que les bureaux sont fermés. Et la totalité de ces votes-là sont en faveur de Biden. Il n'y en a pas un pour Trump. 4 heures du matin, tout est fermé, 160 000 votes qui rentrent, et puis là, il n'y en a aucun pour Trump. Juste, même chose avec les bulletins de vote militaires, alors que Trump était... Là, je pourrais continuer là, ad vitam, là, mais les bulletins de vote militaires, c'est-à-dire c'est des bulletins de vote par la poste et on reçoit, c'est des bulletins de vote des forces armées qui sont déployés à l'extérieur, rentrent dans des bureaux de vote et là, c'est juste Biden. C'est juste Biden, des dizaines de milliers de votes, c'est juste Biden. Et ils ne votent même pas sur les congressistes et les trucs en bas. Là, c'est juste comme une coche en haut, tchac, 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 tchac. C'est juste le même, juste Biden, juste Biden. Il n'y a aucun vote sur tous les autres candidats en dessous. C'est juste Biden. C'est-à-dire qu'ils ne votent pas au Congrès, ils ne votent pas au Sénat. C'est juste une coche sur Biden et la plupart de ces bulletins de vote-là ont l'air... c'est-à-dire, ont l'air d'une impression du même bulletin de vote. C'est-à-dire, c'est le même... Il n'y a pas de variation là, dans la présentation, en tout cas. Vous m'avez suivi là-dessus, là, et donc, c'est la même chose. On lui a volé la présidence en 2022. Certainement pas parce qu'elle plaît aux mondialistes. Rappelez-vous, hein, c'est comme les castors et c'est jamais Le Pen, etc., etc. Et là, les gens disent, oui, mais tu comprends pas, Alexis, elle est compromise, etc. Si tu veux, on dit la même chose de Trump. Okay, on dit la même chose de Trump. Rappelez-vous, là, regarde, Trump est compromis, Trump est un sioniste, Trump est contrôlé par Epstein, Trump est c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Là, je vais aller dans le... C'est toujours un peu plus compliqué que ça quand tu veux obtenir 51% des votes d'une population qui, les Français sont quand même pas mal à gauche. Tu dois faire des compromis. Et des fois, tu dois voter des lois que normalement, tu ne voterais pas. Et là, tu dis, ils ont voté telle chose, ils n'auraient pas dû le voter. Ouais, mais est-ce que vous avez lu le libellé exactement? Parce que moi, j'ai été... ils ont voté récemment contre le retour des OQTF. Et puis là, il faut lire le libellé. Souvent, le libellé est beaucoup trop laxiste. C'est-à-dire, la majorité macroniste essaie de faire passer une loi qui est super permissive et laxiste. Et là, ils vont voter parce que c'est trop... Ils vont voter contre parce que c'est trop permissif, même si ça a l'air ridicule de voter contre le libellé de la loi. Donc, il faut regarder encore une fois... J'aimerais que quelqu'un en France fasse le même travail avec Le Pen qu'on fait avec Trump. Et là, c'est ça. Donc, on peut reprocher à Trump d'être compromis. Même chose avec Marine Le Pen. Elle n'est pas sur la ligne Soral. On s'entend, elle n'est pas tout à fait sur la ligne Soral. Et les gens lui reprochent ça exactement, entre autres. Mais cette fois-ci, ça serait... elle est privée de tribune. Rappelez-vous, c'est la bête noire de la gauche. Ici, ça, c'est le syndicat de la magistrature en France qui participe à une conférence de presse organisée par LFI et qui appelle à manifester contre une loi votée démocratiquement et à faire barrage au FN, c'est-à-dire que les institutions sont contre le FN. Et là, encore une fois, ils avancent, je sais que vous... Encore une fois, écoutez, là. Ils avancent, ils disent... On ne peut rien faire à l'intérieur de l'Europe. Ça, c'est les asselinistes là, qui disent ça. Il faut absolument le Brexit. Il n'y aura pas de Brexit dans cette élection-ci. Il n'y a pas de candidat pro-Brexit qui va obtenir 51% des voix à cette élection-ci et qui va sortir la France de l'UE. Là. Ça ne va pas se passer. Donc, soyons pragmatiques et ayons une stratégie de fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que tu t'arranges pour qu'un parti patriote prenne le contrôle du gouvernement, de la présidence, etc. Puis après ça, c'est la stratégie des petits pas. Les mondialistes fonctionnent comme ça. Donc, en premier, tu as un parti... Alors que c'est impossible. Juste
juste avoir un parti patriote qui tient un discours comme celui de Marine Le Pen sur l'immigration, c'est inconcevable en France. Juste ça, ça serait une réalisation en termes de déblocage de la pensée, de la psychologie. C'est un électrochoc. Ça serait littéralement... même si elle passe son quinquennat à ne rien faire, les bras croisés comme ça, le simple fait qu'elle soit à la présidence, ça serait un électrochoc dans les mentalités, même si elle ne fait rien. OK? Ça déplace la fenêtre d'Overton. Ça change complètement les Français sont défaitistes. En général, en Occident, au Québec, on est très défaitiste. On est genre, il ne va rien se passer, tu verras. Tu sais, le niveau de défaitisme qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est sidérant. Les gens n'y croient plus, et puis c'est correct, tu sais, mais juste ça, ça serait comme... on serait dans un nouveau territoire complètement, un parti patriote. Marine Le Pen reçue à la Maison-Blanche, elle serait probablement d'accord avec des trucs de Donald Trump, elle participerait au lieu d'avoir un Macron qui détruit la France, etc. Et c'est elle qui est la mieux placée pour le faire. Il n'y a personne d'autre, présentement, qui peut le faire. Elle est, pour la première fois de l'histoire de la politique française, elle est en tête du premier tour, très largement en tête, à 35 % contre Édouard Philippe, quand je pense que c'est le candidat macroniste le plus près rival, et puis l'autre, l'extrême gauche, Glucksmann, l'agent de la CIA, qui a travaillé même à Odessa, là, en Ukraine et tout, là, en Géorgie, Ukraine, tous les coups d'État de l'OTAN, là, avant Trump, une tentative de déstabilisation de la Russie, c'était Glucksmann. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision comme pragmatique, encore une fois. C'est-à-dire, je vais encore une fois donner mon expérience personnelle. En 2022, on appuyait Éric Duhaime doucement, sans trop faire de vagues, parce qu'on était perçu comme complotiste à l'époque, mais on appuyait son truc et il nous a déçus. Il ne s'est pas présenté au débat, alors qu'il aurait pu détruire le premier ministre Legault avec des arguments sur sa gestion de la pandémie. Il ne l'a pas fait. Et après les débats, sa campagne a littéralement, il n'a plus rien dit. Là. Il s'est couché complètement. Là. Il a été menacé. C'est clair qu'il y a eu de la fraude électorale ici au Québec lors de cette... là, je sais que je deviens une menace à la sécurité nationale en disant ça, mais rappelez-vous, les taux, ils ont changé les lois électorales juste à cause de la pandémie, là. Et là, il y a des circonscriptions au Québec qui ont voté jusqu'à 40 %, je pense, dans Jean Talon, je pense que c'est 40 % de bulletins par la poste. Tu sais, c'est des bulletins en tout cas, vous comprenez, le vote par la poste, là. Et donc, il y a eu plein d'irrégularités. Les personnes allaient voter, leur nom avait déjà été rayés, parce que comme s'ils avaient voté, des milliers de personnes, c'était comme ça. Et Éric Duhaime, lui, s'est sauvé le lendemain de l'élection. Aucune contestation. Il est parti au Portugal avec son chum et puis il nous avait trahis. Mais maintenant, je pourrais dire, genre, plus jamais Duhaime. Et puis, mais je suis pragmatique. Est-ce que je pense qu'en 2026, ça serait bien qu'il y ait des députés conservateurs à l'Assemblée nationale qui aient comme une bonne représentation? Oui, malgré tout ce qu'il a fait, malgré les compromissions, etc., je pense quand même que ça serait une bonne chose qu'il y ait des députés conservateurs. Et donc, parce que je suis pragmatique, je ne suis pas un puriste, je ne vais pas, même s'il il a participé au vol de l'élection, même s'il il nous a laissé tomber, etc., alors qu'il y avait le vent dans les voiles, je pense, il faut être pragmatique. À ce moment-ci, en 2026, ça serait une bonne chose qu'il y ait un bon score et qu'il y ait des députés justement pour ébranler les mentalités, pour qu'on ait une représentation conservatrice à quelque part au Québec. Donc, il faut penser, encore une fois, c'est vision synoptique, ou c'est pas juste vision synoptique, c'est l'intérêt supérieur. Au-delà de ma rengaine contre Duhaime, puis le fait que je pense qu'il soit compromis, ça serait au niveau supérieur, ça serait bien qu'il y ait une représentation du Parti conservateur à l'Assemblée nationale. Donc, je passe par-dessus mon orgueil, puis je pense au bien commun, ou à une politique à un niveau supérieur. Même chose avec PSPP du Parti québécois. C'est comme si les gens disent jamais le Parti québécois. Le Parti québécois qui a déjà été un grand parti, c'est le parti du référendum, de la souveraineté, etc. Le Parti québécois qui maintenant est essentiellement un parti mondialiste et qui veut... généralement, c'est augmenter les taxes, plus de régulation,
les changements climatiques, ils veulent enlever les voitures à essence en 2030, etc., etc. Mais est-ce que c'est aussi le seul parti qui a une plateforme visant qui défend l'identité québécoise puis qui vise à une réduction de l'immigration? Il y a eu les discours d'Alex Boissonneau sur est-ce qu'on a besoin d'autant d'immigration, est-ce qu'on a besoin d'une immigration de remplacement au travail, etc. Il a tout expliqué, c'était non, 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 non. Et donc, étant donné que c'est le seul parti qui a une plateforme qui vise un peu la réduction de l'immigration, je me pince le nez puis je vais probablement voter Parti québécois. Même si, et là, je peux faire exactement ce que les Français font à Marine Le Pen. Je peux dire, Pierre Saint-Paul Plamondon, il a dit ça, il s'est compromis, il s'est couché ici. Fait que tous les politiciens le font parce que c'est ça l'essentiel de la politique. C'est un représentant du système. Tu ne comprends pas, Marine Le Pen, c'est une représentante du système, etc., etc. À la fin, même si tout ça est vrai, vaut mieux que ce soit Le Pen présidente que qui que soit d'autre, quelques personnes que ce soit d'autres. Parce qu'en plus d'elle, comme j'ai dit, même si elle ne fait rien, c'est l'électrochoc que ça donne à la gauche. Tu vois, la gauche, juste les fonds qui vont être coupés. Combien de milliards d'euros les gouvernements comme ceux de Macron octroient à tous les organismes de gauche, etc., et ça va probablement être coupé avec elle. Tu vois, il y a comme ça, ça va être une révolution. Même si elle ne fait rien sur un certain nombre de choses, même si elle reste les bras croisés. Et c'est aussi des militants, des milliers de militants, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de militants, de maires, de responsables politiques partout qui vont obtenir des fonds, qui vont être capables c'est pas juste elle. C'est pas juste elle ou lui, Bardella, là, qui n'a jamais vraiment travaillé, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui est juste un beau gosse. Blablabla. Oui, je comprends tout ça. C'est plus que ces deux-là, c'est des centaines de milliers de militants qui vont accéder à des postes de la fonction, on va placer les amis à des endroits, etc. Et ça va changer. Encore une fois, il faut penser plus loin que la personne. Il faut penser plus loin que la personne. Et comme je le disais en début de... Et là, donc, on déplace la fenêtre d'Overton. Là, un premier mandat où est-ce que tu ne peux pas faire... Comme le premier mandat de Trump, tu ne peux pas faire grand-chose, tu es à l'intérieur de l'UE, blablabla. Mais les mentalités changent. Et tu places des gens, parce que c'est ça qu'il a fait dans son premier mandat. Hein. Il a placé des gens, il a pris note d'où est-ce qu'on trouvait la corruption, etc. Il a eu accès au dossier. Là, tu vas avoir comme un parti qui, même s'il ne fait rien, va avoir accès au dossier, qui va pouvoir agir. Et c'est tranquillement déplacer la fenêtre d'Overton pour éventuellement, peut-être, soit une réforme en profondeur de l'UE ou un Frexit, etc., etc. OK? C'est pas l'enjeu de cette élection-ci. Pensez juste en termes d'électrochoc. Et encore une fois, c'est ça. Comme je disais, là, c'est avec l'Église catholique, on peut dire ce qu'on veut sur l'Église catholique. Ils ont massacré les cathares, ils ont comme brûlé les femmes, les sorcières, ils ont fait, regardez, en Amérique du Sud, les massacres, et puis la censure, et puis les prêtres pédophiles, etc. Quand tu as une grosse institution comme ça, il va y avoir c'est ça. Si on veut trouver de la merde, on peut trouver de la merde. Non, le le christianisme, c'est corrompu. C'est comme... Encore une fois, si on a ce mindset-là, on va... Il n'y a rien qui va se passer. On ne sauvera pas la civilisation occidentale. Le fait est que l'Europe est en train de s'islamifier à vitesse grand V et que le seul espoir de lutter contre une islamification de l'Europe, c'est une réchristianisation. Et donc, encore une fois, c'est toujours cette idée d'intérêt supérieur de la civilisation. C'est même pas un intérêt supérieur de la nation, c'est l'intérêt supérieur de la civilisation. On a besoin d'une rechristianisation, on a besoin de se défaire de cette idée-là de laïcité puis de remettre l'Église au milieu du village. Partout en Occident. Et les pays qui n'ont pas abandonné leur héritage chrétien, comme la Hongrie, la Pologne, résistent. Peut-être pas à 100%, mais résistent beaucoup mieux que les pays de l'Europe de l'Est qui ont floché le christianisme, qui sont devenus laïcs, etc., etc. En réaffirmant en Pologne, ils affirment leur foi chrétienne et puis, malgré toutes les tares de l'Église, et là, je prêche même pas pour ma paroisse, je suis bouddhiste, hostie, mais encore une fois, c'est comme PSPP puis Duhem. C'est comme PSPP et Duhem, c'est-à-dire que je passe par-dessus mon intérêt personnel et mes petites récriminations personnelles, puis je regarde l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de la civilisation.
Puis je pense qu'il doit y avoir un retour du christianisme comme il se passe aux États-Unis. C'est pas pour rien que Trump n'a jamais été très, très, très croyant. Pourquoi il parle de Jésus, puis il a donné la directive au ministère de faire la promotion du christianisme aux États-Unis, parce que c'est une condition de la survie de la civilisation, et que le vide spirituel, le vide religieux, le vide spirituel, c'est comme le vide identitaire. Ça nous amène à la perte. Le multiculturalisme, le vide identitaire, ça nous amène à notre perte. Le vide religieux, le vide spirituel que les élites mondialistes ont travaillé, pour lequel ils ont travaillé fort, nous amène à notre perte et c'est un appel d'air pour une islamisation de l'Europe. Vous comprenez? Et donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le Pen, aussi imparfaite soit-elle, aussi compromise soit-elle, selon ce que les gens disent, parce que, encore une fois, on n'est pas dans la politique, c'est-à-dire que des fois, la politique, c'est de la négociation, c'est mettre de l'eau dans son vin, et Trump l'a fait abondamment, ça. Il a laissé passer des trucs. Là, les gens disent « Ouais, mais il a fait ça. Ouais, » Des fois, tu es obligé, là. Il a fait ça, Alexis. Comment expliques-tu ça, là? En politique, des fois, tu es obligé de concéder un truc à ton adversaire pour pouvoir continuer. Je l'ai expliqué, ça fait 8 ans que je fais ça avec Trump. Et avec Le Pen, c'est la même chose. Ils ont passé des trucs, ils ont voté des trucs qu'ils n'auraient probablement pas dû. Mais dans la politique, tu dois mettre de l'eau dans ton vin, c'est-à-dire que c'est probablement des négociations dans le genre, OK, on va passer cette loi-là, qu'on ne devrait pas, là, mais on va passer, qui va déplaire à nos militants, on va passer cette loi-là, mais tu nous laisses le champ libre ici. Il y a des tractations en coulisses, etc. Puis ça ne veut pas dire qu'elles sont comme compromises, que ce soit des marionnettes mondialistes. De toute façon, au final, encore une fois, avec ce que Musk vient de faire, c'est qu'il vient un peu de donner la caution patriote à Marine Le Pen. C'est un peu comme genre, adouber quelqu'un, là, c'est comme ça que je vois ça. Et donc, il faut penser, même si elle est, encore une fois, je vais terminer là-dessus, même si elle est contrôlée par les mondialistes, à cause des centaines de milliers de militants RN et des maires, etc., RN, il y a un certain nombre de choses qu'elle ne pourra pas faire. Elle va être, elle est comme... Même si elle ne fait rien sur l'immigration, elle va devoir plaire à sa base un peu. Même si elle est contrôlée, elle est contrôlée d'un côté. Là, je dis contrôlée, je prends l'argument de ceux qui disent ça. Je ne le pense pas. Parce que je ne pense pas que Musk et les patriotes auraient appuyé Marine Le Pen si c'était une suppo, un Macron 2, là, un suppo, un employé du système mondialiste de Klaus Schwab, etc. Je ne pense pas que ce soit le cas. Okay? Mais même si c'était le cas, d'un côté, elle est contrôlée par les mondialistes, elle sera toujours bien même contrôlée par ses militants de l'autre côté. Et donc, c'est beaucoup mieux comme ça que juste être contrôlée par les mondialistes et être toujours propulsé dans l'ouverture des frontières, le mondialisme, la dégénérescence, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y aura toujours bien les militants pour la contrôler, ce qui n'existe pas ailleurs. Et c'est, encore une fois, pour en finir avec ça, c'est elle qui a les meilleures chances. Ça serait bien qu'elle passe au premier tour. Ça serait suicidaire de voter pour quelqu'un d'autre. Parce que je pense que c'est exactement comme Musk le dit, c'est la dernière chance pour la France. Si, dans cette élection-ci, vous n'avez pas un patriote qui est élu, ça nous amène à 2032 et c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura plus personne, en tout cas. Vous allez sortir des noms. Oui, telle personne devrait se présenter. Ouais. Même s'il y a un candidat qui suscite un peu d'intérêt avec, yeah! Il va faire combien? 5, 10, 15 %? Il va juste gruger des votes à Le Pen. Il n'y a pas la plateforme et la quantité industrielle de militants qui vont l'aider à travailler. Ça va être une candidature individuelle. Ça va être genre Monsieur X. Le RN, c'est une plateforme patriote avec des centaines de milliers de militants. Voilà. Donc, et faites-le juste pour faire chier les jamais Le Pen, les castors, là. On les a presque éradiqués complètement du Canada, les castors. Faites la même chose en France, OK? Faites-les chier, en tout cas, faites-les chier. Et compromise, on dit la même chose de Trump. Il faut toujours voir que les politiciens...
Un, les politiciens doivent mettre de l'eau dans leur vin. Deux, vaut mieux elle que pratiquement n'importe qui. Trois, fenêtre d'Overton, etc., etc. Et puis quatre, penser à l'intérêt supérieur de la civilisation de la France et de la civilisation européenne. Voilà, c'est ce que j'avais là-dessus. Maintenant, on va terminer. Je parlais du vide identitaire, etc. Et quand on a montré le vide identitaire qui appelle l'immigration, etc., le vide identitaire qui est aussi pire que le vide spirituel, les vidéos, il y a des personnes qui ont fait remarquer que dans la vidéo de Heavy Pulp, il n'y avait aucune diversité. C'est-à-dire, où sont les Noirs? Là, je veux dire, et là, la question, c'est « who cares ». Pourquoi il faudrait avoir un quota de diversité? OK? C'est pas important. Si vous pensez qu'il manque des personnes dans cette vidéo-là, par exemple, on voit Pepsi, mais on ne voit pas Coke. Si vous voyez si vous croyez qu'il manque des personnes, qu'il manque de couleurs et qu'il manque de diversité là-dedans, ben c'est que vous avez été endoctriné. C'est de l'ingénierie sociale. Il y a des quotas à Hollywood de diversité et vous êtes habitué à toujours voir un noir dans même si c'est un clip de 5 minutes, là, il n'y a pas de noir. C'est comme vous avez été endoctriné. Vous avez été endoctriné et ça a été un travail de sape de longue date des mondialistes. Rappelez-vous, la quantité... c'est littéralement les milliers ou les dizaines de milliers d'annonces où est-ce qu'on voit un homme noir et une femme blanche. On en a déjà parlé, on a déjà montré les trucs. Là. C'est une entreprise d'ingénierie sociale. La diversité est notre force. Ça fait des décennies qu'ils poussent ça, mais ça s'est accéléré depuis Obama. Et là, je vous montre un clip de Joe Biden qui n'a pas été traduit, mais un clip de Joe Biden qui dit que l'objectif, c'est de faire en sorte que les Blancs deviennent minoritaires aux États-Unis. Et là, c'est ça, un flot ininterrompu d'immigration jusqu'à temps que les Blancs deviennent une minorité. Et il dit, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est la source de notre force. La diversité est notre force. Ça a été ça le plan. Et là, ceux qui disent qu'il manque de diversité ici et là, vous avez juste intégré ça. Vous avez intégré l'ingénierie sociale mondialiste. Il ne s'agit pas ici de cracher sur les gens de couleur, etc. C'est pas du tout ça. Je vais juste clarifier ça avant. Par exemple, moi, parmi mes artistes, mes acteurs préférés, j'adore Idris Elba et Denzel Washington. Qui n'aime pas Denzel Washington? Mais est-ce que je le verrais jouer genre... par exemple, est-ce qu'on verrait un Denzel Washington jouer l'empereur Xing de Chine, le premier empereur? Non. Là-bas, ils n'ont pas un truc de diversité. C'est pas. Alors qu'ici, en Occident, on est en train de tout réécrire notre histoire en remplaçant les figures historiques par des figures de la diversité. Ici, c'est Anne Boleyn, en noir. Ici, ça, c'est un autre, là, je ne me rappelle pas, c'est une espèce de roi Édouard quelque chose, en noir. Ici, vous avez une Marie-Antoinette, en noir. Ça, c'est des trucs de télévision, là. Ça se passe aussi dans le foot. Il y a une gigantesque controverse aux États-Unis avec l'Odyssée, où est-ce qu'on a remplacé, Christopher Nolan a remplacé Hélène de Troie par une noire. Et évidemment, c'est un anachronisme. C'est pas juste ça, il a mis des trans là-dedans. Et puis, un des guerriers les plus héroïques de la Grèce a été joué par Elliot Page, alias, comment elle s'appelle, là? Ellen Page, là, elle a transitionné à homme. Elle fait 4 pieds 2. Elle pèse probablement moins de 80 livres et on est censé croire que c'est le guerrier le plus puissant de la Grèce. Vous comprenez que ce qui est choquant, c'est pas qu'il y a un trans, honnêtement, là, c'est pas nécessairement qu'il y a un trans dans un film, etc. C'est juste que pourquoi tu prends un trans qui fait 4 pieds 2 puis 80 livres pour représenter le guerrier le plus puissant de la Grèce, et même qu'elle, dans une partie de l'Odyssée, elle remplace Achille aux enfers. Dans le livre, c'est Achille qui est en enfer puis qui parle, et puis là, c'est elle, c'est Sinon, elle joue Sinon. Ils ont remplacé Achille. Et donc, c'est fatigant de se faire rentrer ça constamment dans la gorge avant de passer au clip de Biden. Ils nous ont fait ça au Québec ici. Ils le font partout. Là. Je vais juste terminer là-dessus. Là, rappelez-vous l'émission Passe-Partout, l'émission culte des années 70-80. Tout le monde qui a mon âge et même les plus vieux, parce que je suis jeune, ont écouté Passe-Partout et... il y avait un personnage dans Passe-Partout qui était le fermier, l'homme enraciné. C'était l'habitant, le cultivateur, le rapport à la terre, il était plus vieux, là, puis il parlait en joual, il parlait en québécois, très, 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 avec un fort accent. Et puis, c'était une figure paternelle
C'était, comme je l'ai déjà expliqué, le rapport à la Terre, le rapport aux ancêtres, etc., etc. La mémoire génétique, la mémoire historique du Québec, eh bien, dans la nouvelle version de Passe-Partout, ils ont fait un remake. Ils l'ont remplacé par un noir. Encore une fois, j'ai rien contre ce bonhomme-là, contre cet acteur-là. Il aurait pu jouer, par exemple, un autre des personnages de Passe-Partout, Passe-Montagne. Ça ne m'aurait pas dérangé un Passe-Montagne noir, parce que Passe-Montagne n'a pas nécessairement de fonction archétypale. Passe-Montagne n'a pas de fonction archétypale. Or, Fardoche, l'agriculteur, lui avait une fonction archétypale de rapport à la terre, rapport aux ancêtres, etc., de la colonisation, le développement du territoire, et puis la généalogie. Il y avait un rapport avec... Et c'est précisément lui qu'ils ont remplacé par une figure de la diversité. Ça ici, c'est le Festival d'été de Québec, les panneaux qu'on voit à Québec, juste des noirs et puis genre une fille, on ne sait pas trop si c'est une trans ou whatever. Ce qu'on est en train de se faire, et là je vous montre à force de... Et puis c'est la même chose avec les équipes de football, là, j'ai un mot là-dessus, mais je vous montre le clip de Biden en premier. Là. On va devenir un flot ininterrompu d'immigration. Il n'est pas traduit, là. Un flot ininterrompu d'immigration. On va devenir une minorité. Les Blancs vont devenir une minorité et c'est une bonne chose. An unrelenting stream of immigration. Non-stop. Non-stop. Folks like me who were Caucasian of European descent, for the first time in 2017, will be in an absolute minority in the United States of America. Absolute minority. Fewer than 50% of the people in America, from then and on, will be white European stock. That's not a bad thing. That's a source of our strength. C'est pas une mauvaise chose que les Blancs deviennent une minorité, les Caucasiens. C'est la source de notre force. C'est le projet mondialiste. Et donc, on est en train de perdre notre... on est en train de... Les chiffres sont... On n'a jamais été sur ce logiciel-là. On a toujours été sur le logiciel de Martin Luther King. Tu ne juges pas quelqu'un sur la couleur de sa peau, mais sur les caractéristiques de sa personnalité. C'est juste que là, il y a des réalités socio... Ça fonctionne, là, mais là, il y a des réalités socio-hystériques où est-ce que notre histoire est en train de disparaître. Des groupes ethniques entiers sont en train de disparaître. Par exemple, au Québec, là, moi, je me rappelle quand on était jeune, il y avait encore des chansons à répondre, etc. Rappelez-vous, les années 90 au Québec, c'était les bébés, c'était Laurence Jalbert, c'était tout ça. Il y avait comme une espèce d'effervescence culturelle. Le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley en 93 et dans l'équipe du Canadien, il y avait une énorme quantité de Québécois, de francophones, de Québécois, puis il y avait des Canadiens anglais aussi, mais c'était comme... C'était une source de fierté. C'était 2 ans avant le référendum. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? L'équipe a été vendue, le Canadien a été vendu. Elle a été rachetée par la famille Molson, les anglophones, là, de la compagnie de bière Molson. Et là, après ça, ils ont purgé les francophones. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que avoir une équipe de sport national qui représente un peuple avec... Et qui gagne, c'est une source de fierté et de nationalisme. Et donc, ils ont voulu, ça fait partie de la castration du peuple québécois. Ils ont acheté le Canadien, puis ils ont sorti tous les francophones, puis après ça, on est devenu une équipe de losers. Okay? Puis on n'a jamais gagné la Coupe Stanley depuis, parce que les Québécois, c'est les meilleurs joueurs de hockey. En tout cas, ce l'était à l'époque. Et donc... Et il y a même Pierre Curzi, l'acteur Pierre Curzi au Québec, qui est allé au franc-tireur, et il l'a dit, il a dit exactement ce que je viens de vous dire à Martineau en face de lui. Il lui a dit, la famille Molson a acheté le Canadien, puis ils se sont débarrassés de tous les joueurs francophones. Puis là, Martineau lui a dit, pourquoi ils ont fait ça? Puis il a dit, c'est parce que c'est une source de fierté nationale, puis il n'a pas été plus loin que ça, là, mais on comprend que c'est ça. C'est le projet fédéraliste d'enlever la fierté nationale à un peuple. Rappelez-vous, Maurice Richard, la fierté nationale, les Québécois réagissaient beaucoup au hockey, c'est une source de fierté, etc. Puis depuis ce temps-là, on nous a castrés, puis ça n'existe plus. Il n'y a plus de fierté de hockey. On va à la Saint-Jean, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune fierté particulière à la Saint-Jean. Ça a été complètement édulcoré. Et c'est la même chose qu'ils font en France, par exemple, en ayant une équipe de football qui est essentiellement africaine. Elle est à 80%. Ils font exactement la même chose qu'ils ont fait aux Québécois avec le Canadien. Alors que l'équipe française pourrait ressembler à ça. Et là, ici, pensez pas que c'est parce que les Noirs sont les meilleurs joueurs, les Arabes sont les meilleurs... Non, c'est parce que c'est une volonté politique d'écarter systématiquement les Blancs pour
promouvoir, comme ils ont fait avec le Canadien de Montréal, pour promouvoir l'idée d'une France black-blanc-beurre, le multiculturalisme. Regarde, ils sont tous français, nous sommes tous français, blablabla. Et donc l'immigration n'est pas un problème. Il y a un objectif politique à ça, alors qu'ailleurs, en Europe, ils ne le font pas. Danemark, c'est pratiquement tout blanc. Norvège, on n'en parlera même pas avec Haaland. C'est tout blanc, etc., etc. Mais c'est ça, c'est des pays qui ne sont pas aussi compromis que la France en termes d'immigration. Voilà. Donc... et si tu dis ce que j'explique là, hein, finalement, notre position, c'est la position de Gaulle. Hein, ne pensez pas que ce soit une bonne idée d'ouvrir les frontières. La position de tous les présidents, premiers ministres européens avant les années 2000, au moins 100%. Et là, si tu dis ça aussi, qui était la position centrale avant, les antifas viennent coller à ta porte et puis... viennent cogner à ta porte et te traitent de fasciste de tous les noms, alors qu'encore une fois, je l'expliqué la dernière fois, 95% de la planète, hein, des peuples de la planète maintiennent, non pas une immigration incontrôlée, maintiennent leurs frontières, etc. C'est juste en Occident qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est juste en Occident où est-ce qu'on réécrit notre histoire, notre passé en utilisant la diversité. Jamais la Chine ne ferait ça, jamais le Japon ne ferait ça, jamais la Corée ne ferait ça, jamais le Chili ne ferait ça, jamais le Mexique ne faisait ça, ne ferait ça. Imaginez, genre, le Mexique produit une série où est-ce que Montezuma, finalement, c'est un black, là. Jamais ils vont faire ça. Ou l'Inde, tu sais, le Maharaja, un tel Ashoka, le grand Maharaja indien, promoteur du bouddhisme, qui a eu des contacts avec les Grecs, etc., chinois. L'histoire d'Ashoka, puis là, ils mettent un chinois, tu sais, genre pour... c'est juste en Occident qu'on voit ça! Et on n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté ça. Ça fait partie ça fait partie de l'infiltration des institutions, la gauche, le mouvement révolutionnaire mondial que combat Trump, etc. Je ne devrais pas crier, là. Je sais que je ne devrais pas crier, mais des fois, ça me... Et donc, c'est ça, on a perdu, c'est ça, comme je disais, on a perdu notre identité au Québec. Je pense que le Québec a perdu son identité présentement, là. C'est pour ça que je vais voter Parti québécois, parce que c'est le seul parti qui a comme... Les conservateurs sont gentils sur toutes sortes de sujets, puis c'est comme bien d'accord avec eux, puis, mais l'identité, c'est qu'on est en train de disparaître pour de vrai, là. C'est comme quand tu as une flèche, quand tu as été touché par une flèche, là, comme Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, mais là, tu te dis pas genre, ah, ma coupe de cheveux, genre, tu sais, il y a des choses qui deviennent extrêmement facultatives, puis on est en train de disparaître en tant que peuple. Il y a une flèche empoisonnée, puis c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut voter Le Pen, il faut voter partout en Occident des partis identitaires, parce qu'on est en train de disparaître pour de vrai. Si vous regardez les vrais chiffres partout, là, les populations européennes sont en train de... On nous encourage à ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète, pour toutes sortes de choses, parce que c'est raciste, parce que whatever... Parce que, genre, je suis émancipé, je ne veux pas être une fabrique à bébés, disent les féministes, et puis blablabla, fait qu'on a un taux de fertilité complètement ridicule, puis, ouais, c'est ça, on est en train de disparaître. Donc, le Québec est devenu, alors qu'il était vigoureux dans les années 90, rappelez-vous, hein, Coupe Stanley, référendum, la musique, etc., c'était comme, c'est l'époque où est-ce que j'ai grandi. Là, maintenant, on est devenu un gigantesque stationnement à immigrants, sans aucune identité. OK? Je pense qu'on va laisser ça ici, 1h14. J'ai le clip de Marco Rubio sur le terrorisme de gauche qui dit, qui va dans le sens de l'infiltration du mouvement révolutionnaire mondial. Je pense qu'on va le garder pour la prochaine fois. Il est intéressant. Puis c'est intéressant que l'administration Trump fasse quelque chose là-dessus. Un zoo chinois, c'est ça exactement. Imaginez un zoo. C'est juste en Occident qu'on accepte ça. C'est juste en Occident qu'il y a des antifas. C'est juste en Occident qu'on accepte ça. C'est de la... Comme Musk le dit, c'est un suicide civilisationnel. On n'a absolument pas accepté ça. Et donc, même quand on dit... Ceux qui disent qu'il n'y a pas de diversité, on s'en calisse. On s'en contrefiche qu'il n'y a pas de diversité. Puis Odyssey, moi, si j'étais vous, je ne paierais pas pour ce film-là. Je ne paierais pas. La première scène d'Odyssey, je l'ai vue en streaming, là. J'ai vu une partie en streaming. La première scène de l'Odyssée, c'est comme à Ithaca, le domaine de Ulysse. Et la première scène, c'est ouvert par un noir. La première chose que tu vois, c'est un noir. Après ça, la deuxième scène, tu vois, il y a même des Chinois là-dedans.
La deuxième scène, c'est le trans, là. C'est Elliot Page. C'est 1, 2, 3. Il y a sûrement des trucs, il y a sûrement des trucs intéressants, genre grand déploiement, IMAX, etc. Des combats, il y a du sang, puis c'est comme, ouais, c'est sûr, il y a des trucs intéressants, mais c'est comme, genre, il y a une espèce, en ce qui me concerne, un rejet viscéral de l'entreprise d'ingénierie sociale associée à ça. Fuck off, Christopher Nolan. J'espère que tu crèves avec ton film. De réécriture de nos classiques. Ça, c'est sans compter les entrevues là, des acteurs. Ils ont une sortie des âneries complètes. Là, la fille qui joue Hélène de Troyes, là, une après l'autre. En tout cas, voilà, c'est ce que Black Bloc, Antifa, Femen, exactement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je pense qu'on va laisser ça là. On va garder le Rubio peut-être pour la prochaine fois. Je vous montre, on va remercier ceux qui ont fait une contribution. J'ai le clip que je vais vous montrer, mais avant ça, je vais remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. C'est l'été, c'est toujours très difficile l'été. Et s'il vous plaît, ne nous oubliez pas, ne nous négligez pas. On a besoin de votre appui pour continuer. Les analyses de Radio-Québec sont toujours super originales. Il y a différentes façons de nous aider. Il y a par la poste, il y a par transfert Interact, il y a par... sur le chat, merci Benny, il y a des gens qui nous aident sur le chat, par PayPal, on donne par carte aussi sur le site. Et on fait ça gratuitement. Encore une fois, c'est le truc de Radio-Québec, c'est qu'on fait ça gratuitement, alors qu'ailleurs, j'ai juste pris quelques clips. Là, ici, c'est comme Rebel News, je l'avais déjà montré. Rebel News, ici, ils ont du contenu exclusif pour les abonnés. Hello, on la salue, on aime bien Hello. Elle a aussi une section VIP. 7 jours sur Terre, devenir membre exclusif. Donc, ils ont du contenu exclusif pour les membres, etc. Radio Pirate, contenu exclusif, 13 $ par mois, 140 $ par année. Nous, on le fait pas à Radio-Québec. Il y a des... je veux pas dire éthique parce que si je disais que c'est une question d'éthique, ça voudrait dire que ceux-là ici sont pas éthiques. C'est pas ça du tout, mais c'est une... je pense que c'est important que nos idées prennent soient le plus... aient le plus de portée possible. On est dans un combat où est-ce que... le changement des mentalités est important et mon bon contenu, je ne veux pas le réserver pour seulement 5, 6, 7, 8 000 personnes. Je veux que tout le monde l'entende. Et ceux qui font des contributions à Radio-Québec, merci Danbert, ceux qui font des contributions à Radio-Québec font en sorte que le contenu, le 1% qui fait des contributions, fait en sorte que le contenu ait une portée mondiale. Au lieu d'être juste entendu par 6, 7, 8 000 personnes, j'imagine là, un chiffre de personnes qui s'abonneraient, là, bien, il est entendu par 100 000, par 150 000, par 200 000 personnes. Fait que les contributions volontaires, elles sont comme quadruplement, quintuplement méritoires parce qu'elles sont anonymes, mais c'est ça, elles donnent la portée. Si tu donnes 15 $ par mois ou 25 $ par mois à Rebel News, ben tu as ton truc, tu as ton abonnement, puis tu consommes ton information. Si tu fais le même don à Radio-Québec, ben tu l'exportes, tu l'exportes à 100 000, 200 000. Des fois, il y a des web journaux qui font 300, 400, 500 000. C'est l'avantage de ça, voilà. OK. Donc, encore une fois, merci à ceux qui le font. Suivez-nous sur Twitter. Sur Twitter, notre chaîne est massivement censurée. On le sait, les gens ont des bugs. Il y a des gens qui nous suivent, qu'on apprécie, qui se font désabonner ou qui se font bloquer. C'est Twitter qui fait ça automatiquement. Là. C'est pas nécessairement nous qui le faisons. Là. Il y a des espèces de vagues de purges où est-ce que les gens disent « Pourquoi tu m'as bloqué? » Je t'ai pas bloqué. Puis c'est comme, je le débloque. C'est comme si Twitter le faisait automatiquement. Et donc, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Donc, n'hésitez pas à nous appuyer et à venir nous rencontrer sur X. C'est plus... la conversation est là. Hein, c'est là que je passe le plus clair de mon temps, puis que je débat avec les gens, puis qu'on s'insulte, puis on se chamaille, on se tiraille. C'est à la bonne franquette. C'est pas pour les doux de cœur, Twitter. C'est plus... merci, Martinine. Twitter, c'est pour les pugilistes, OK? Venez pas me faire la morale sur Twitter.
OK, si vous êtes doux de cœur et tout ça, là, il y a d'autres plateformes. Sur Facebook, je suis un peu plus soft. Là. Voilà. Donc, on va vous laisser. Je vais vous montrer, c'est ça, le clip de Trump qui dit « We've caught them all ». Tu sais, quand là, les sacs d'informations sortent un après l'autre, là, tu sais, « Ah, toi aussi, Gabber, a trouvé un nouveau sac d'informations. » Puis sur le Obamagate, un nouveau sac d'informations. Mais rappelez-vous, c'était en 2022, je pense, il a dit en conférence en Scrum, We caught them all. Nous les avons tous attrapés. C'est juste moi qui aurais pu le faire. The fake news, the Comeys of the world, all of the bad things that went on. It's called the swamp. And you know what happened? And you know what I did? A big favor. I caught the swamp. I caught them all. Let's see what happens. Nobody else could have done that but me. I caught. Je les ai attrapés. Et là, il disait ça. Il était comme... tu sais, ça avait l'air complètement ridicule quand il disait ça. C'était en 2020, je pense. Et là, on voit, lui, il est patient, Trump. Et là, on voit le plan, les informations qui sortent au compte-gouttes, etc., etc. Et ça s'en va vers, c'est comme la stratégie du collet, ça s'en va vers de plus en plus de construction d'État profond. Plus il monte, plus il nie, plus il s'enfonce dans le truc. Et finalement, on va terminer avec ça ici. Je parlais de diversité, de notre culture québécoise qui disparaissait. La culture québécoise vient principalement de la Normandie puis de certains endroits du sud de la France, comme je pense le Languedoc, etc. Et nos chansons venaient de ces régions-là. Et quand j'étais petit, on chantait encore ça. Maintenant qu'on est devenu genre un stationnement diversifié, multiculturel, on a perdu notre culture. Mais ça a déjà été, moi j'ai déjà vécu ce Québec-là. Le Québec, ce Québec-là. Ça, c'est des chansons qui viennent de la France, vous comprenez? On a gardé notre tradition en Amérique pendant 400 ans, puis là, on est en train de perdre ça. Il y a des hosties de traîtres qui nous ont vendus, qui ont ouvert les frontières, puis qui sont en train de nous noyer. Fait que là, tu sais, c'est bien beau voter pour n'importe quelle petite parti, là, mais en ce qui me concerne, moi, on est en train de disparaître. C'est le parti qui va réduire l'immigration qui va avoir mon vote. C'est juste ça. All right? OK, merci encore une fois à tous ceux qui nous soutiennent malgré l'été. C'est toujours une période difficile. Les vues sont en diminution, les abonnements sont en diminution. On se donne rendez-vous peut-être cette semaine, sinon la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre édition de Radio-Québec. Ciao la gang!